Buenos días. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup à Javier Sobrino de m'avoir invitée. J'ai rencontré des personnes absolument formidables. Merci Esther de m'aider aussi là, pour les images. Je vais essayer de me présenter assez simplement et vous parler non pas de la trajectoire de mon travail, mais plutôt, j'ai choisi plutôt de parler de quelque chose qui m'habite dans mon travail de peintre et peut-être dans mon travail de femme tout simplement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je voudrais parler aussi du monde qui nous bouleverse, qui est bouleversé, de cette humanité qui est sans cesse, qui va tout le temps dans un sens un peu étrange, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour la politique, pour tout ça. Et dans nos dessins, dans notre travail, comme dans notre vie, je crois que tout ça est assez important. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur dans mon travail et dans ma vie, qui était le monde inversé. Donc, El mundo al revés. Comme dans la chanson, Érase una vez, un lobito bueno, ay que maltrataban todos los corderos. Je vais commencer par vous parler de mon travail personnel. Et là, par exemple, c'est une image qui est assez symbolique du monde inversé, justement. C'est une peinture que j'ai faite pendant le Covid. Et on ne pouvait pas traverser la route pour aller sur la colline en face. Et on était empêchés. Et j'avais envie de travailler sur mes envies et en même temps mes impossibilités. Et en même temps la possibilité quand on dessine de faire tout ce que l'on veut. D'avoir une liberté un peu totale sur le mouvement, un ciel qui s'inverse, une barque ici, un poisson qui passe, quelque chose d'assez poétique, des fleurs énormes, des pins parasols, des cyprès qui poussent dans une région où il n'y en a pas forcément. Et voilà, pour me laisser mon interprétation aller vers un monde inversé dans lequel j'allais me réfugier. Voilà, on peut... Là, ici, c'est une peinture aussi que vous ne trouverez pas dans les livres, parce que c'est un travail... Là, vraiment, j'ai choisi de vous montrer un travail personnel qui est proche de ce que je fais dans les livres, mais en même temps, où il y a cette liberté, parce qu'il n'y a pas de texte, mais je raconte quand même une histoire. Et là, c'est mon enfance. Donc, c'est un peu la peintre et son enfant, et l'enfant qui est en elle, et l'enfant qui va devenir peintre, en fait, également. Et c'est toujours, là également, on a quelque chose qui s'inverse, parce que ce serait comme ce souvenir de demain. Et j'aime bien ces inversions aussi, parce que l'inversion n'est pas seulement dans la mer, la terre et le ciel, voilà, c'est pas seulement ici que ça va se passer, ça va être aussi dans le temps, dans la chronologie, dans notre vie à nous, notre enfance, notre adulte. Et tout ça m'interpelle toujours. Donc j'ai voulu représenter quelque chose qui raconte un peu ça, parce que c'est évidemment dans notre enfance que tout se joue et tout se dessine. Et en tous les cas, moi, quand j'avais 9 ans, j'ai décidé que je serais peintre. Je le savais, c'était ma vie. Donc voilà, ça représente un peu ça. Pareil, alors je dessine sur des très vieux papiers. Vous savez, je trouve dans les brocantes des très gros registres anciens, qui sont des papiers qui ont plus de 100 ans. Et là, ce sont des encres. Et c'est pareil, je laisse, à ce moment-là, je me laisse aller à peindre ou à dessiner des choses qui viennent comme ça. Donc voilà, c'est une interprétation d'une rêveuse ou quelqu'un qui rêve dans les fleurs, mais d'une autre façon que coucher dans un pré. Donc voilà. Je ne vais pas expliquer tout parce que vous voyez de toute façon, donc tout ne s'explique pas. Pareil, ici on est dans quelque chose où
où, en fait c'est toujours de la peinture, toujours sur des vieux registres. C'est vraiment un endroit, quand j'ouvre je vais enlever ça, quand j'ouvre ce grand livre de registre qui est très gros, très épais, donc j'en ai pour des années à remplir. Quand je l'ouvre, je ne sais pas exactement ce que je vais peindre, contrairement à quand on a un texte pour un livre, etc. Donc je me laisse aller. Je travaille beaucoup à partir de photos très anciennes. Vous avez compris que j'aimais les brocantes. Comme je vais chercher ces vieux papiers, j'adore aussi les vieilles photos. Et je mélange un peu comme un collage, en fait. Comme ça se passe dans notre tête, en fait. On a des pensées qui viennent, qui se superposent. Et c'est comme ça que j'aime peindre. Voilà. Et là, c'est un peu une interprétation de Alice in Wonderland, où le paysage est inversé physiquement, puisqu'il est à la verticale. Et mes personnages arrivent comme ça je mets les lunettes, pour raconter toujours cette histoire que je me raconte moi-même. C'est vraiment l'interprétation libre. Pareil, là on est dans une image où le ciel et l'eau se confondent et les barques souvent qui arrivent. Là c'est un peu plus narratif ce qui se passe dans la barque. Il y a plus de choses, mais je serais incapable de vous dire exactement ce qui se passait dans ma tête. C'est juste comme ça. J'aime bien l'idée que le monde soit liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est une image qui a servi pour les éditions Rue du Monde en France, pour un recueil sur des poèmes d'Éluard. Alors là, c'est tout à fait encore autre chose. Je m'amuse à faire des poissons d'avril. Je ne sais pas si en Espagne vous faites ça, les poissons d'avril. Non, le 1er avril, c'est le jour des poissons. Donc on dessine des poissons. Enfin moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dessiné des poissons qu'on découpe et qu'on colle qu'on pose sur le dos de quelqu'un. Donc depuis, je fais des poissons d'avril un peu imaginaires. Et je pars du poisson, puis après ça va où ça veut. J'en ai 2-3 exemples, poisson paysage. Et puis voilà. Et puis l'autre poisson, voilà, un poisson portrait de famille. Ce sont des poissons habités. Voilà, très bien. Donc maintenant, je pense que je vais vous raconter une histoire, puisque là, je voulais vraiment commencer par vous montrer le travail que je fais à l'atelier quand je ne fais pas des livres. Parce que je suis peintre, et que c'est vraiment... c'est toujours comme ça que je me suis imaginée, peintre. J'ai du mal à dire que je suis illustratrice, parce que même si j'ai fait plus de 70 livres, je me sens vraiment tout le temps dans la recherche. Et peut-être, si Rothko n'avait pas existé, j'aurais bien aimé être Marc Rothko. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je ferai des choses totalement différentes. Mais malgré tout, ça se suit. J'ai toujours... Là. Et je voulais vous parler du livre qui s'appelle La petite fille et l'oiseau, que j'aime particulièrement. J'ai fait les textes également, mais je me suis inspirée d'un court-métrage que j'avais vu quand j'avais 20 ans au cinéma. Et je vous propose de lire cette histoire parce qu'elle est très courte et que comme c'est un livre qu'on ne trouve plus, qui a disparu, je trouve que c'est un bon moment pour partager ça avec vous si ça vous plaît. Ça vous va? Je vais faire une petite lecture. J'avais envie. Voilà. Alors, merci à Blanca de faire la traduction. Alors, c'est dimanche, dans la chaleur de cet après-midi de plomb, les persiennes retiennent ce qu'elles peuvent de lumière. Appuyée contre le mur, une petite fille est là. Elle attend. Engoncée dans une robe d'organdi, ses pieds nichés dans des souliers vernis trop étroits, elle attend. Elle attend que quelque chose se passe. Sur la desserte du salon, on a préparé toutes sortes de desserts. Baba, chou à la crème,
savarin, millefeuille, macarons, moka et autres madeleines. Elle tente un doigt gourmand dans la crème fouettée, mais une main la gourmande. Elle danse machinalement d'un pied sur l'autre, sa main se promène sur les motifs de la tapisserie. Quand soudain on sonne à la porte, elle se précipite et ouvre. Une ribambelle de jeunes gens inonde la maison de leur bonne humeur. Une jolie jeune fille, sa grande sœur, accourt pour les accueillir. Aujourd'hui, on fête son anniversaire. Elle rayonne parmi ses amis. La petite fille est là. Personne ne la voit. Personne ne la salue. Quelqu'un la bouscule, ne s'excuse même pas. Elle est là. Elle attend. Mais rien ne se passe. Le brouhaha joyeux ne la regarde pas. Elle s'ennuie. Elle ne sait plus ce qu'elle attend. Devant elle, un rideau de velours. Elle tire ce rideau. Derrière le rideau, un piano. Sur le piano, une cage. Sur la cage, une couverture. Elle la soulève. Dans la cage, il y a un oiseau. La petite fille regarde l'oiseau. La petite fille se met à siffler. L'oiseau se met à chanter. Elle s'installe au piano, joue quelques notes à son tour. Elle se met à chanter. La petite fille chante. Chacun se tait. Elle chante. On ne regarde plus qu'elle. Elle enchante. Elle est si légère. Le monde, émerveillé, l'écoute. Et cette petite fille, c'est Maria Callas. Voilà. Gracias. Alors, après, vous savez, moi je suis quelqu'un de pas très organisé parfois. Hein. Je suis dans mon atelier, mais là, les images vont arriver et je vais vous parler de tout ça. Là, il s'agit en fait de quelque chose qui a été très important pour moi. En fait, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie. L'injonction de devoir mettre des images quand on est illustrateur tous les jours, etc. Je trouve ça, c'est une injonction qui m'embête. Et en même temps, il y a parfois des choses qui sont assez incroyables dans les réseaux sociaux. On peut dire, malgré tout, ce que l'on pense d'une situation. Là, il s'agissait de la guerre en Syrie. Et j'étais très peinée, et plus que ça, je pensais à tous ces enfants en Syrie qui subissaient en Syrie et dans tout le monde entier où il y a des guerres, il y en a tellement des guerres au bout du compte. Mais en tous les cas, je ne sais pas pourquoi, on parlait en France de fil rouge, que si on dépassait le fil rouge, Macron disait que si le fil rouge était dépassé, peut-être on interviendrait, mais la Syrie était en guerre depuis déjà 7 ans, et ça continuait. Je pensais à tous ces enfants qui étaient nés avec la guerre, et j'ai commencé à faire des portraits d'enfants de Syrie. Et je me suis inspirée des photographies des reporters de guerre. Et au départ, pendant un mois, j'ai fait un portrait tous les jours et je le postais comme ça. Et parce que je n'arrivais pas à faire autre chose. Et puis au départ, je faisais le portrait tout seul. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à offrir à ces enfants dans mes dessins. C'était vraiment très petit, rien du tout. Je sais que j'étais toute petite dans mon atelier, loin en France, perdue dans la nature. Bref, ça ne sert à rien. Et en même temps, je me sentais en relation avec ces enfants. Donc j'ai commencé à leur dessiner un arbre sur l'épaule, un oiseau sur le cœur, ou on peut... Many portraits like that. Yes. J'ai réalisé à peu près 70 portraits et voilà, c'est devenu un livre parce que un éditeur a vu mon travail
et m'a demandé d'en faire un livre. Et Muriel Zac, qui est une grande auteure jeunesse, a écrit un très joli poème narratif qui s'appelle Immenses sont leurs ailes. C'est pas traduit en espagnol, c'est dommage parce que c'est vraiment un livre important, je trouve. Le texte est très beau. Et le texte parle de deux enfants qui ont une vie tout à fait sereine en Syrie et qui tout d'un coup vont connaître la guerre et leur vie va être bouleversée. Une fois encore, on est dans le monde qui s'inverse. Et mes images, ces portraits sont là pour juste illustrer ce texte comme ça. C'est partie des portraits, c'est pas moi qui ai illustré le texte, ce sont mes portraits qui ont donné cette envie d'écrire ce poème narratif à Muriel Zac. Et ce livre a gagné le prix à Bologne en poésie. Donc ils ont créé une section poésie pour nous donner un prix de Bologne en 2022. Voilà. Et je continue de temps en temps à faire quelques portraits d'enfants de nos guerres. Et je leur écrivais à chaque fois des petites phrases. Et voilà, c'est une très petite contribution, mais en même temps j'avais envie de le faire, et besoin. Et ça fait partie aussi des choses qui me bouleversent moi et qui bouleversent la vie des enfants de nos guerres, évidemment. Voilà. Et le fil rouge est toujours présent. Mais là, on aurait pu faire pour les enfants de Gaza ou les enfants d'Afrique, évidemment, tout ça. Et à la fin, je finissais toujours d'ailleurs d'écrire, j'écrivais enfants de Syrie, enfants de nos guerres, je ne t'oublie pas. Pour dire que c'était un peu pour tous les enfants. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Alice est loin de l'âme. Ça, c'est totalement une peinture que j'ai faite bien avant de faire Alice au Pays des Merveilles, que j'ai réalisée en 2023, je crois. C'était une grande peinture que j'ai faite toujours pareil, puisque je parle du monde inversé. Voilà, je voulais montrer ces deux Alice et cet œil au milieu. Je ne vais pas expliquer la peinture, mais c'était voilà, le texte de Lewis Carroll est tellement étrange, est tellement particulier, et il est autant pour les enfants que pour les adultes. Et à la limite, moi je trouve qu'il est plus fait pour les adultes, parce que c'est comme une sorte de plongée, d'immersion dans un rêve liquide. Et donc j'ai pu faire après, j'ai pu illustrer Alice au Pays des Merveilles, voilà, avec cette première image qui commence toujours pareil, avec le monde qui est inversé, la barque qui flotte, Lewis Carroll qui est là avec les petites filles Little, et le monde qui commence avec cette histoire qui est née comme ça dans une barque. Alice au Pays des Merveilles est née dans une barque, et j'aimais bien commencer par cette image où on peut rentrer un peu, s'immerger dans l'eau, dans le ciel, dans le rêve. Et voilà, j'ai pas mis toutes mes images, j'ai sélectionné quelques images, voilà, pour montrer que le monde dans lequel Alice tombe, elle tombe dans son rêve en fait. Et c'est un monde complètement, il n'y a pas de perspective, tout est overwhelmed, tout est complètement bouleversé, et en même temps tout est liquide, et c'est ce que j'ai voulu montrer. Là j'ai travaillé au fond de couleur. Voilà, c'est très difficile de faire Alice au Pays des Merveilles parce que nous sommes extrêmement nombreux à avoir réalisé des images pour cette histoire. Et voilà, donc il faut arriver là avec nos propres images, nos propres sensations, notre interprétation. Et c'est aussi ce qui est extrêmement intéressant, je trouve. Voilà. Ça, c'est la couverture. Où, pareil, on rentre avec Alice, qui est de dos, on rentre dans ce monde inversé. Donc on peut voir le paysage qui s'inverse. Et puis, il y a toute une fantaisie avec l'humour anglais aussi, etc., qui me touche particulièrement.
En fait, moi, je dis jamais que je suis illustratrice, je dis toujours que je suis peintre littéraire. Et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de créer des images à partir d'un texte. C'est ce que m'apporte la littérature et c'est ce qu'elle réveille en moi. Donc on n'a pas besoin forcément d'illustrer un texte, il peut suffire à lui-même. Mais à partir du moment où on fait des images, on fait des peintures, des dessins, je crois qu'on raconte aussi une version qui est la nôtre. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait en général, parce qu'on va pas répéter le texte, mais on va juste donner ce que l'on ressent. Et c'est comme ça que j'imagine un peu ce travail d'illustratrice malgré moi. Yes. Alors, herbarium. Yeah. Là, on a un point commun avec Esther, puisque j'ai travaillé sur Emily Dickinson. Et l'an passé, il y a un livre qui est paru en France, avec un très joli texte de Laura Lonati, qui est d'origine italienne mais qui vit en France, et qui m'a offert un très joli texte sur une partie de la vie d'Emily Dickinson, vraiment l'adolescence en fait, le moment où elle va rentrer en poésie, où elle va avoir un premier émoi amoureux, un amour impossible, puisque c'était avec une pensionnaire, mais unilatérale, puisqu'il y avait qu'elle qui était amoureuse de toute façon. Et Emily Dickinson est restée toute sa vie dans sa maison. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu de... A priori, on ne sait pas, mais on pense qu'elle a toujours vécu seule, comme ça, et elle avait sa sœur, un peu comme Jane Austen, mais aux États-Unis, dans le Massachusetts, et toujours habillée avec cette robe blanche, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, et évidemment, l'idée de mettre en image un texte qui s'appelle Herbarium, puisqu'elle a collectionné dès ce moment-là, outre les mots pour la poésie, elle a collectionné également les fleurs sauvages et elle a fait un magnifique herbarium que l'on peut voir effectivement sur le net. On peut trouver tout son herbarium et c'était beau de faire déambuler cette jeune femme, cette jeune fille dans un monde qui allait devenir le sien. Et là, une fois de plus, nous, on avait un pas d'avance sur elle dans cette histoire, puisqu'on sait qu'elle est devenue une très grande poétesse, alors qu'à l'adolescence, elle ne pouvait pas savoir ce genre de choses. Mais on est dans le terreau de ce qu'elle a pu devenir par la suite, une grande poétesse connue dans le monde entier. Voilà quelques images. Quand elle a tellement de chagrin qu'elle se sent comme un animal épinglé, comme un insecte épinglé. Et puis là, il y a les abeilles, puisque les abeilles étaient très, très importantes. Puis voilà, le monde s'inverse tout le temps. Et c'est ça que j'aime vraiment dessiner. C'est là que j'aime être. J'aime bien prendre mon papier, le retourner et me laisser aussi emporter. D'habitude, je fais beaucoup de croquis. J'en ai fait beaucoup sur d'autres livres, mais il y a des livres pour lesquels je préfère me laisser emporter par les mots. Et évidemment, je lis beaucoup de choses autour, j'ai beaucoup lu de choses autour d'Emily Dickinson, et quand j'ai travaillé sur Alice, beaucoup de choses autour de Lewis Carroll, et j'aime bien vraiment m'imprégner complètement de tout ça. Mais bon, c'est cette liberté que j'aime aussi. Et là, c'est pareil. C'est la princesse au petit pois. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte d'Andersen. Je suis partie de... En fait, on m'a proposé d'illustrer, non pas le conte d'Andersen à proprement parler, mais une interprétation déjà de ce conte qui s'appelle L'étonnante histoire de la princesse au petit pois. Vous savez, cette histoire, c'est le conte le plus court, je crois, qui existe. Il tient sur une page. Donc, on a Cécile Robilière, qui est une autrice jeunesse assez connue en France, et sous la direction de Benjamin Lacombe, voilà, on a décidé de faire ce livre. Et je suis partie, puisque là, le sujet de cette rencontre, c'était vraiment le monde inversé. Je vous montre des images où là, j'inverse pas vraiment comme ça.
mais j'inverse dans le temps. Et j'ai décidé que dans cette histoire, de mélanger des personnages avec des animaux. Donc il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans tout ça. Et puis en même temps, je fais des petits clins d'œil. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage sur le Solex, sur le vélomoteur. C'est Jacques Tati. Je suppose que vous connaissez en Espagne Jacques Tati. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup Jacques Tati et je trouvais que c'était rigolo qu'il intervienne là dans cette foule. En fait, ce sont des gens qui vont dans l'histoire, et ils viennent d'apprendre que la reine a eu une petite fille, donc ils vont féliciter la reine. Voilà. Mais on voit aussi dans une autre couleur, en bistre comme ça, en brun, on voit Andersen lui-même qui est là, qui n'est pas un animal, mais voilà, et qui un peu... Là ici c'est une scène très particulière, parce que dans cette histoire, évidemment dans La princesse au petit pois, il n'y a pas du tout de scène de chasse, mais Cécile Romiguière a imaginé que la princesse était une petite fille hypersensible. Donc, pour ne pas être froissée par la ville, les choses difficiles, elle l'a transposé, les parents l'ont amené vivre en pleine campagne, comme Esther, en pleine, comme moi aussi d'ailleurs, entourée de campagne, entourée d'animaux. Et malheureusement, à son adolescence, il y a un méchant oncle qui arrive et qui veut prendre toute la place, devenir roi à la place du roi et de la reine et épouser la princesse au petit pois. Donc là, c'est la chasse, c'est des choses que je déteste. Et donc, je me suis amusée à faire... Vous savez, en France, il y a ce tissu qui existe qu'on appelle la toile de Juillet. Vous connaissez ce tissu, la toile de Juillet? C'est un tissu avec plein de motifs comme ça qui sont représentatifs qu'on trouvait au XVIIIe siècle sur les murs, etc. Et je me suis amusée à faire une sorte de toile de Juillet comme ça. Et là, le monde est inversé aussi parce que je n'ai pas de perspective du tout. C'est plutôt comme des motifs qui se positionnent comme ça. Et je raconte des histoires même dans les arbres. Et voilà, je me suis amusée à mettre une tête d'homme sur le chien que tient le chasseur. Le chasseur, je me suis inspirée d'un soldat nazi, mais habillé en chasseur, enfin en gentleman farmer. Mais voilà, c'était vraiment des photos des années 30, un peu étranges. Voilà, c'est une scène un peu étrange, mais qui est dans le livre comme ça, un peu... c'est violent sans être violent, mais je voulais quand même qu'il y ait la violence de la chasse. Là, c'est une foule, pareil, pas de perspective vraiment, une fausse perspective. Et puis l'échelle, comme au Moyen-Âge, l'échelle des personnages qui changent tout le temps. L'architecture qui se mélange aussi. Et puis cette petite fille au milieu, comme une géante, transparente, qui est la princesse au petit pois, qui comme la chèvre de Monsieur Seguin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais décide que l'herbe est certainement plus verte ailleurs, donc elle quitte l'enclos si confortable dans lequel ses parents l'ont mise, et elle décide d'aller voir ce qui se passe dans le village à côté. Et là, elle va voir le monde, c'est un jour de marché, elle va voir le bruit, elle va entendre tout ça, et comme elle est hypersensible, elle est à deux doigts de s'évanouir. C'est trop bruyant, il y a trop de choses tout autour d'elle. Voilà. Tout ça, c'est au fond de couleur aussi. Hein. Et puis voilà, j'ai mis quelques images comme ça, donc ça c'est le départ, tout est à l'envers, c'est pas grave comme le monde. Et en fait, là j'ai mis, c'est juste là, tout le monde s'en va du château qui est dans la ville, tout le monde quitte le château, enfin pas tout le monde, mais en tous les cas, il y a un déménagement de ce qui se passe au château vers l'endroit très calme. Et je ne l'ai pas montré cette image, mais elle habite dans un endroit vraiment entouré de verdure. Donc là, c'est le départ. Yes. Et odeur le vent. Wuthering Heights. Yes. Alors là, j'aime beaucoup travailler à partir des romans classiques, anglais souvent,
Donc j'ai fait un gros album sur Jane Austen. C'est dommage aussi, il n'est pas traduit en espagnol, alors que je sais qu'il y a plein d'Espagnols qui adorent Jane Austen. Donc bon, voilà, c'est chez Albin Michel en France, et j'ai fait un album avec des textes de Fabrice Collin qui s'appelle Le musée imaginaire de Jane Austen. Et grâce à cet album, que j'aime vraiment beaucoup, un éditeur m'a demandé de réaliser des classiques, de mettre en image des classiques. Donc entre autres, il y avait Les Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights, d'Emily Brontë. Et là, voilà, je voulais vous montrer aussi que j'avais décidé à ce moment-là de faire en sorte que le monde s'inverse pour Heathcliff. Vous connaissez l'histoire des Hauts de Hurlevent? Non. En tous les cas, c'est une histoire assez terrible, écrite par une jeune femme qui était très jeune, qui était très innocente et qui n'avait jamais rien vu que le très petit monde dans lequel elle vivait, donc c'est extrêmement étonnant. Elle est très fragile aussi, et elle a écrit une histoire d'une puissance absolument incroyable, où Heathcliff est recueilli dans une famille. Ça se passe dans une lande extrêmement venteuse, les paysages sont arides, c'est vraiment le nord de l'Angleterre, c'est un paysage qui est comme les sentiments qui habitent en fait les personnages. Tout est très proche. Et Heathcliff, qui est un enfant un peu abandonné, ou alors peut-être le fils du monsieur qui l'amène, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, il va avoir une vie a priori toute tracée pour lui. Il va même tomber amoureux de Cathy qui habite dans cette maison, et tout va s'inverser dans sa vie, puisque le frère ne veut pas de cette Heathcliff dans sa vie et le rejette. Il doit partir, enfin il s'en va, et Cathy va mourir alors que c'est la femme de sa vie, et Cathy c'est une personne extrêmement prétentieuse, malgré tout. C'est pas une jeune femme mais elle est très amoureuse, très passionnée, et en même temps très intéressée. Elle va épouser évidemment l'homme le plus riche du comté. Donc voilà, elle va mourir, et Heathcliff va essayer de la retrouver absolument, même à travers le ciel, à travers la terre. Et voilà, j'ai fait une sorte d'Ophélie. Là, on voit les racines des arbres. On ne sait pas si c'est le ciel ou la terre, tout se mélange. Et voilà, là, il est contre le ciel, comme si elle était derrière la toile du ciel. Tout est fait comme ça, donc on reste dedans. Et là, on peut imaginer ce qu'elle est de l'autre côté de ce ciel. Voilà. Ça va, c'est pas trop... les explications sont pas trop compliquées, ça va. Là, c'est Mrs. Dalloway. Donc, chez le même éditeur, j'ai travaillé autour de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui est aussi un texte très étrange, et qui a révolutionné la littérature vraiment au XXe siècle, parce qu'en fait ce texte se passe dans la journée d'une femme, c'est quasiment 24 heures de la journée d'une femme, c'est Mrs. Dalloway, et c'est Clarissa Dalloway qui est une femme d'une 50aine d'années. Ça se passe après la Première Guerre mondiale en Angleterre, à Londres, et on va traverser avec elle une journée qui devrait être une journée assez normale. Et en fait, on va être dans les pensées de Mrs. Dalloway. Et ces pensées, tout au long du chemin que l'on va faire avec elle va aller acheter des fleurs parce qu'elle fait une cérémonie le soir. Et tout au long du chemin, on va suivre tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense, jusqu'au moment où elle va croiser Septimus, qu'on voit là. C'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, mais c'est pas très grave. Mais elle va croiser Septimus que nous ne connaissons pas, qu'elle ne connaît pas, que personne ne connaît, en fait. Et on va entrer, nos pensées vont aller dans les pensées de Septimus. Et ça va être contagieux, en fait. Septimus est un jeune homme qui rentre de la guerre et qui est fracassé par la guerre. Donc il a des pensées noires. Et Mrs. Dalloway va avoir des pensées qui vont s'assombrir au long de la journée, tout au long de la journée. Et on va savoir que Septimus là, il y a Thanatos, ici, là. On va apprendre que Septimus va se suicider. Et Mrs. Dalloway, on ne sait pas à la fin si elle va se suicider ou pas. On peut peut-être passer à une autre image, j'ai dû en mettre 3-4, quelque chose comme ça.
Voilà, là c'est quand il tombe. C'est quand il se suicide, il tombe de l'étage et il saute, en fait. Et là, c'est pareil. Comment représenter un suicide? Moi, j'ai vécu ça avec ma grande sœur, s'est suicidée. Donc, c'était difficile aussi pour moi. Et en même temps, c'était important. Je pense que ça m'obligeait un peu à mettre une image sur tout ça. Bon, c'est une image assez poétique, hein, évidemment, mais c'est pas quelque chose de fracassant. Il y a quelque chose qui, comme l'eau nous retient un peu, mais malgré tout, il tombe. Et voilà, c'est... Et puis là, c'est encore autre chose, mais c'était pour montrer toujours ce monde inversé, où le papier peint peut devenir un ciel, un paysage. Parce que la lettre que cet homme, Peter Walsh, est en train de lire va le rappeler à d'autres choses. Et puis, toujours pareil, on est dans les pensées, non plus de Clarissa, non plus de Septimus, mais on est dans les pensées de Peter Walsh, le meilleur ami de Clarissa Dalloway. Et il est dans un parc et il se souvient d'une partie de barque qu'il a faite avec Clarissa et un autre homme. Et Clarissa n'aura pas choisi lui, mais elle aura choisi d'épouser l'autre homme. Donc voilà, tout ça est présent dans cette image. Merci Esther. La princesa Sara. Ça existe en espagnol. Donc ça c'est un conte, en fait, c'est une histoire qui a été écrite à la fin du 19e siècle par Frances Hodgson. J'ai un trou de mémoire. Frances Hodgson, je me souviens plus son nom. Bref, sorry. Et la princesse Sarah, elle ne vit... Elle donne depuis son enfance, tout s'inverse tout le temps dans sa vie. Elle doit quitter l'Inde avec son père, ça se passe au début du XXe siècle, donc son père l'emmène en Angleterre quand elle a 8 ans à peu près, pour qu'elle puisse étudier, apprendre les bonnes manières. Donc elle quitte un pays extrêmement chaud, chaleureux, où elle est bien avec son père, etc., pour aller dans cette grosse ville de Londres, cette mégalopole qui est quand même très grise, très sombre, etc. Donc, et tout au long de sa vie, il va y avoir des choses qui s'inversent. Donc elle va être la petite fille riche dans la pension anglaise, comme on peut imaginer dans les livres de cette époque. Et puis, cette petite fille riche va devenir une petite fille pauvre et elle va aller vivre dans une chambre de bonne et devenir bonne à tout faire, parce que son père, quand elle a 13 ans, meurt. Donc il meurt et il meurt pauvre. Et toute sa richesse a disparu. Donc le monde s'inverse. Mais c'est une petite fille qui est dotée de quelque chose de formidable, c'est qu'elle aime la lecture. Elle est folle de littérature. Donc grâce à la littérature, d'abord elle se fait des amis, et puis elle se raconte des histoires, et elle arrive à supporter la faim, elle arrive à supporter tout ça. Et bon, on peut montrer... Là ici, voilà. Là, par exemple, elle est devenue une petite bonne et elle part là-bas avec le nénuphar. Elle part acheter à manger dans la rue de Londres. Et là, je me suis amusée à dessiner. Je ne sais pas si vous voyez Charles Dickens. Vous arrivez à le voir? Je l'ai dessiné par là, à côté du pont. Là, il y a Charles Dickens qui regarde les enfants, qui regarde les enfants et s'inspire pour écrire ses histoires. Donc, en fait, moi j'ai envie de m'amuser toujours quand je fais un dessin comme ça. Ça ne me semble pas de faire de l'architecture, pas trop mon truc en général, mais là je me suis amusée quand même. Et j'ai dessiné des choses un peu étranges, comme d'abord ces grandes fleurs qui poussent. Il y a un personnage de Balthus, le peintre. Vous connaissez Balthus, le peintre qui s'appelle Balthus, un peintre suisse. Voilà. Donc là, j'ai dessiné une petite fille, parce que c'est une petite fille qui est dans une peinture qui s'appelle La Rue. Donc on était dans la rue. J'ai fait également un patineur d'un peintre écossais, je ne me souviens plus de son nom, qui est là-bas. Donc rien n'a de sens, il y a une gondole. Enfin, voilà, si on regarde bien, je mélange tout en fait, mais je mélange tout pas gratuitement, je mélange tout parce que, par exemple, les petits oiseaux, là, les moineaux, ils sont là parce qu'en France, les garçons que décrivait Dickens, on appelle ça les moineaux de la rue.
Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dessiné des gros moineaux. Et voilà. Et là, ça c'est quand elle monte dans son grenier qu'elle devient pauvre. Et que là c'est pareil, il y a les nénuphars qui représentent un peu les larmes. Voilà. Et elle monte, on dirait qu'elle monte vers une sorte de ciel de larmes. Et là pareil, tout est un peu inversé, désolée. C'est pareil, là, elle est assise, en fait elle est couchée sur l'eau, ce qui est assez improbable, mais ça raconte le sentiment. Ça va au niveau du temps 5 minutes 5. Ça va aller vite après. Voilà, là, c'est juste une image comme ça. Pareil, d'un livre qui s'appelle La vie est belle. C'est de la ligne de plomb, du fond de papier, avec juste un fond de couleur rouge. Donc là, on peut passer. C'est un poème que j'ai illustré dans un livre qui s'appelle La vie est belle, avec des poèmes de Bruno Doucet, et l'éditeur, c'est Bruno Doucet lui-même. Et là, ça c'est une image que j'ai extraite j'ai illustré Little Woman, les 4 filles du Docteur March, vous connaissez? Voilà. Donc ça c'est quand la Beth est en train de mourir. Donc c'est pareil, essayer de représenter la mort, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'ai pensé à la poésie, c'est Verlaine qui parle de l'Achéron, je crois. Je ne vais pas vous dire une bêtise. Enfin bon, voilà, c'est une image dans un texte qui est très, qui ne prête pas à faire des images très poétiques. C'était un moment où de toute façon, puisqu'il s'agit de la mort de Beth, il fallait trouver quelque chose qui nous amène ailleurs. Et ça c'est Yaré, c'est le prochain livre qui va apparaître là, au mois de septembre, octobre. Et c'est une jeune femme qui est invitée par un amoureux inconnu à aller le retrouver à Venise, donc elle est dans le train. Et cette jeune femme aime beaucoup les chansons d'une chanteuse française qui s'appelle Barbara, je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, j'ai mis dans ce ciel de mouvement, j'ai mis une barque, une balançoire qui rappelle des chansons de Barbara. Parce qu'elle écoute justement, là, sur ses oreilles, elle écoute des chansons de Barbara. Donc voilà, ça c'est dans le prochain livre qui va apparaître. Et puis la dernière image presque la dernière image de ce livre, elle retrouve cet homme, et ils sont cachés derrière un parapluie. Mais j'ai voulu faire un ciel, comme vous savez, comme si on se couchait dans l'herbe, puis on regarde le ciel. Donc c'est un ciel qui est plutôt couché, un ciel à plat, et j'ai mis mes personnages. Donc l'inversion s'est faite là, de façon presque géométrique. C'est ok. Voilà. Puis les dernières, on finit par voilà. Et si on redessinait le monde, qui est un livre qui existe aussi en espagnol, où j'ai peint sur des cartes géographiques, j'ai peint sur des vieux atlas. Et alors l'histoire de tout ça, juste pour, comme là on est à la fin, je peux vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai peint sur des cartes d'atlas. Il y a pas mal de gens qui font ça. Hein. Mais en fait, moi quand j'étais petite, avec ma sœur, Marie, on aimait sortir de la bibliothèque de nos parents des atlas qui étaient, vous savez, les atlas c'est vraiment très gros, très grand, donc on se mettait à deux, on sortait l'atlas et on le posait sur le tapis, puis on se couchait dessus quasiment pour regarder le monde. Et moi, quand j'avais 3-4 ans, je me demandais toujours où était ce monde. On voyait des morceaux de couleurs très jolis, avec des belles couleurs un peu salées, un peu passées, c'était beau, on voyait la mer, on voyait tout ça, ça fait rêver. Mais je me demandais toujours où étaient les gens. Donc, et je m'en suis souvenue un jour, et je me suis dit, comme j'aime
chiner des choses dans les brocantes. J'avais chiné un très bel atlas, mais scolaire, hein, vraiment quelque chose de... Et je me suis permis je me suis dit, je vais extraire de ces territoires des personnages. Donc là, il s'agit de l'Italie. C'est le pays vraiment de ma famille, du côté de mon père. C'était mon arrière-arrière-grand-père qui était italien. Et donc, je me suis dit, bon, l'Italie, pour moi, c'est la peinture, évidemment. Belli Arti. Donc, j'ai plutôt fait une vision de cette Italie picturale avec une référence à Guardi et une autre référence à Piero della Francesca avec la Madonna Incinta, la Madonna enceinte. Et puis, évidemment, j'ai quand même mis Pinocchio. Voilà. Et puis, les arbres, parce que ce sont mes arbres préférés, les pins parasols et les cyprès. Tout simplement, en fait. Mais si vous regardez ce livre, vous verrez qu'il y a des personnages énormes. Par exemple, il y a une Africaine qui est là, qui sort de l'Afrique, et avec un énorme moineau sur les genoux. Enfin, c'est des choses, je ne sais pas. Et j'avais fait tout ce travail pour une exposition, et mon éditeur Alain Serre de chez Rue du Monde a vu ce travail, il m'a dit, Nathalie, on va faire un livre avec ça. Et Daniel Picouli, qui est un auteur français assez connu, a écrit des textes à partir de mes peintures. Donc je n'ai pas illustré, c'est lui qui a illustré avec ses mots. Donc c'est très confortable pour moi. Voilà. Et peut-être il y en a une dernière, je ne sais pas, c'est bon. Voilà. Il y en a plus, c'est bon. Ecco.